Bonjour, je suis à Kibouillé. Claire ? Là. Okay. Tu me redis en tour. Bonjour, nous sommes à Kibouillé, dans l'ouest de la République du Rwanda. Nous sommes le 19 avril 2009 et je suis en compagnie de Jean-Baptiste Stosi. Bonjour Jean-Baptiste et merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire part de votre témoignage. Jean-Baptiste avait 14 ans au moment du génocide des Tutsis du Rwanda. Il vit et vivait à cette époque aussi à Bisesero. Il a échappé aux tueries orchestrées par l'État rwandais sur les collines de Bisesero pendant les 3 mois du génocide. Il nous raconte l'histoire à partir de l'arrivée des soldats français à leur rencontre le 27 juin. Ok ? Bonjour, nous sommes le 19 avril 2009. Nous sommes ici à Kibouillé, dans l'ouest de la République du Rwanda. Je suis en présence de Jean-Baptiste Stosi. Jean-Baptiste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. Jean-Baptiste avait 19 ans au moment du génocide qui visait les Tutsis du Rwanda. 14 ans. 14 ans, on recommence. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tour. Bonjour, nous sommes ici à Kibouillé, dans l'ouest de la République du Rwanda. Nous sommes le 19 avril 2009 et je suis en compagnie de Jean-Baptiste Ofitayezu. Oui. Bonjour Jean-Baptiste et merci beaucoup d'accepter de nous livrer votre témoignage. Jean-Baptiste, vous aviez 14 ans au moment du génocide visant les Tutsis du Rwanda. Vous viviez alors et vous vivez toujours à Bisesero, dans les montagnes de Bisesero. Vous êtes parvenu à échapper au massacre organisé par l'État génocidaire rwandais dans ces collines pendant les 3 mois du génocide. Et vous allez nous raconter une histoire particulière, celle qui commença le 27 juin 1994, date à laquelle un convoi de soldats français vint à votre rencontre. Ça va ? Jean-Baptiste, vous êtes sur les collines de Bisesero, vous échappez depuis des semaines aux attaques des miliciens, et puis un jour, un convoi de soldats français vient à votre rencontre. Racontez-nous cette journée. Oui. Donc, donc à la fin de mois de juin, c'est là où les soldats français arrivent dans ma colline de Bisesero, oui. Ils arrivent dans les heures de 14h à 15h. Donc, le jour-là, ils arrivent avec un monsieur qui a essayé de participer dans les actions de génocide, oui. Communément, il appelle des Interahamwe, oui. C'est là où les Français, lors d'arriver aussi dans les collines de Bisesero, ils arrivent avec son monsieur. Monsieur s'appelle Twagirayezu, oui. J'ai essayé de le voir et moi aussi j'ai inquiétude de voir le monsieur de Twagirayezu parce que ce monsieur, il participait dans les actions de génocide, oui. Quand même aussi, il est le chef des Interahamwe dans notre région. Pour dire que ce monsieur, auparavant, je les ai vus et j'habite tout près de ce monsieur pour dire que j'essayais de voir les comportements de ce monsieur. Et j'arrive aussi d'arriver donc le départ des Français, oui. Le jour d'arrive, comme nous sommes dans les montagnes, on a essayé d'approcher les Français. Les Français aussi, on a essayé de forcer de traverser la colline de Bisesero, vont dans le milieu de Gisovu. C'est là où il y a
le bureau de commune de Sovo. Pour dire que les Français n'arrivaient pas de sauver les gens de Bicicero. Quand les Français arrivent, combien de véhicules voyez-vous? Moi, j'ai vu trois véhicules ce jour-là. Vous rappelez-vous du nombre de personnes qu'il y avait dans chacun des véhicules? Non. Dans la voiture, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la voiture. Donc, en dehors, il y a les soldats français et le monsieur de Trois-Grailles. Combien de soldats français? À peu près 5. Est-ce que tous les soldats français étaient munis d'une arme? Oui. Quelle arme? Des jours, hein, je ne suis pas capable de distinguer donc les catégories des armes. Mais c'était quoi? Un fusil? Fusil, oui, fusil. Donc, comme les fusils, on a mis les caméras pour dire que les armes sont très fortes. Il y avait des caméras sur les fusils? Oui. On appelle des jumelles, c'est pas. Des viseurs? Oui. Est-ce qu'il y avait, vous me dites qu'il y avait 5 soldats français, c'est ça? Oui, en dehors des véhicules. En dehors des véhicules, mais oui. Il y avait également des soldats français à l'intérieur des véhicules? Oui, c'est. Et vous rappelez-vous combien de soldats français il y avait dans les véhicules? Comme les véhicules fermement de tous côtés. Je ne suis pas capable de les voir là-dedans des véhicules. Mais il y avait des soldats au volant pendant que vous discutiez? Quoi? Est-ce qu'il y avait des soldats assis derrière le volant de la voiture pendant que vous discutiez? Ou est-ce qu'ils étaient sortis est-ce que le conducteur était toujours assis à son volant? Oui, non, les gens, donc, pour dire, non, on dit que les 5 soldats en dehors, et on a essayé d'éloigner les voitures. Nous sommes en haut de la route pour dire que nous avons eu de peur des soldats, oui. Donc, quand les soldats arrivent, vous vous approchez tout de suite ou est-ce que vous hésitez? Qu'est-ce que vous faites? Nous avons hésité d'approcher les Français. Pourquoi? On a eu la peur des armes, des gens qui portent des habits militaires. Est-ce que le fait de voir des Français vous rassurait ou vous faisait peur? Oui. Est-ce que vous aviez peur des Français ou pas? Donc nous avons peur des gens qui portent des habits de militaires. Quand même, nous ne sommes pas si quand même, il y a les bois, mais nous ne sommes pas capables est-ce que les bras vont venir de sauver nous? Vous ne saviez pas. Ouais. Est-ce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas habillées en tenue militaire? Auparavant, oui, nous avons vu des militaires des soldats rwandais. Oui. Non, la question que je vous pose, Jean-Baptiste, c'est lorsque les soldats français viennent, que vous voyez les 5 soldats français, est-ce qu'en plus de ces 5 soldats, vous voyez des civils avec eux? Un civil, oui. Et un civil blanc ou noir? Noir. Noir. Vous parlez de Touaguilaïes? Oui. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes que en civil? Il y en a aussi dans les voitures, peut-être. Peut-être, vous les avez vus ou non? Donc, nous avons eu la confusion d'approcher les voitures, quand même que nous considérons que dans les voitures, il y a des gens, oui, qui ont essayé de montrer le chemin là où les Français vont traverser. Mais est-ce que vous avez vu ces hommes? Oui. Ils sont restés dans la voiture? Oui. Il y a des personnes, des blancs et les noirs. D'accord. Ouais. En civil? Oui. Quelles étaient ces voitures? C'était des Jeeps? Combien de personnes pouvaient, à votre avis, accueillir? Est-ce que c'était 3 mêmes voitures? Est-ce que c'était les mêmes voitures ou est-ce qu'elles étaient différentes? C'est différent. Pouvez-vous me dire combien de chacune des voitures pouvait transporter? Quant à moi, je ne suis pas sûr. Selon vous? Non. Mais à votre avis?
général, oui, personne ou non, un personne. Jean-Baptiste, est-ce que quelqu'un parmi vous a dit aux Français qui Twagila Yesu était vraiment? Nous, donc, les gens de Biseselo, on connaît très bien le Messie Twagila Yesu. Mais avez-vous dit aux Français de qui? Oui, ce Messie, il est parmi vous des gens qui vont arriver de nous tuer. Est-ce que comment les soldats français ont réagi quand vous leur avez dit que leur guide était un génocidaire? Donc, quand nous entrons d'essayer de paraître que ce Messie, il était les miliciens, donc ce Messie, il a essayé de trembler d'une façon forte. Donc, les Français aussi voyaient que ce Messie, il est criminel. Pour dire qu'on crée des exemples, on crée d'autres exemples pour démontrer que ce Messie, c'est les miliciens. Comment les soldats français ont réagi? Donc, nous, comme nous avons vu ce Messie, il arrive avec les Français, tout de suite, on a eu peur de... Pourquoi ce Messie arrive avec les soldats français? C'est là où mes paroles que je dis avant, c'est que nous avons eu peur de voir les gens qui portent les habits militaires. Donc, à nous montrer que ce Messie, c'est parmi les gens qui vont arriver de tuer les Tutsis de Biseselo, oui. Comme les Français aussi, on a vu que... J'ai compris, mais quand vous dites aux Français, Twagila Yesu est un Interahamwe, qu'est-ce que disent les Français? Les Français, on a essayé de transporter le Messie dans sa voiture. Des voitures protéger de vous? Protéger de ce Messie. Non, c'est-à-dire que les Français, vous dites, ont pris Twagila Yesu qui était en dehors de la voiture? En dedans. D'accord. Ouais. Quand vous dites aux Français, ce monsieur, Twagila Yesu, est un milicien, que font les Français à ce moment-là? Les Français, on peut réagir tout de suite à cause que ce Messie, on a essayé de trembler. Les Français aussi essaient de transporter, de protéger ce Messie en menant dans les voitures des Français. Donc Twagila Yesu, au moment où vous dites Twagila Yesu est un criminel, était à ce moment-là en dehors de la voiture? Oui, en dehors. Et quand vous avez dit aux soldats français, ce monsieur est un Interahamwe, à ce moment-là, vous dites que les soldats français ont pris Twagila Yesu, l'ont mis dans la voiture pour le protéger de vous? Pour protéger le Twagila Yesu, tout simplement. Pour vous protéger le Twagila Yesu? Non, pour les Français, on a essayé de protéger Twagila Yesu. Ouais. Les Français, les soldats français vont... Qu'est-ce que vont faire les soldats français? Alors je recommence, tac, 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 on tourne. Qu'est-ce que vont faire les soldats français? Vous leur dites, je recommence, on tourne. Est-ce que, au moment où les soldats français sont avec vous, on peut voir au loin des miliciens, ou est-ce que les miliciens se sont cachés? Donc, ce jour-là, là où nous sommes avec les Français, on a essayé de montrer les gens qui vont tuer tout de suite. On a essayé aussi de démontrer tout près de Corinne et de Biseselo, il y a aussi une montagne qu'on appelle Kana, et dans les jours de... tout près de Murambi, oui, c'est là où on a essayé de montrer les Français. Là, voilà, voici, ces gens-là de cette Corinne, sont venus ici pour tuer.
Alors que les Français, on a essayé de prendre des jumelles. On a jumelles des miliciens. Et aussi les miliciens portent des armes traditionnelles, que ce soit des machettes. Donc les Français avaient des jumelles. Oui, oui. Et vous leur avez demandé d'utiliser ces jumelles pour pouvoir voir au loin. C'est les-mêmes, c'est les-mêmes. C'est les-mêmes quoi? C'est les-mêmes des Français. On a pris l'initiation de jumelles. L'initiative de regarder avec les jumelles. Est-ce qu'on pouvait apercevoir les miliciens? Ou est-ce que les miliciens étaient cachés et on ne pouvait pas les voir? Non, on ne peut pas cacher. Sont marchés convenablement, avec fièrement. Pas de peur. Donc, au moment où les soldats français étaient avec vous, on pouvait voir les miliciens en haut de la colline? Oui, oui. Est-ce que les jumelles ont permis aux Français, est-ce que les Français ont confirmé qu'ils voyaient bien les miliciens? Donc les Français, on a confirmé catégoriquement, je ne sais pas si il a confirmé convenablement, mais en arrivant dans les routes, il a rencontré aussi des miliciens. Quand même, les miliciens portent des armes différentes avec des armes. On a vu des sangs. Des sangs. Ça. D'accord. Ouais. Et vous dites que les soldats français, en arrivant à votre rencontre, ont croisé des miliciens? C'est ça que vous dites? Nous? Non. Les Français, oui, ont croisé les miliciens. Comment vous pouvez le savoir, puisque vous étiez caché? Comment vous savez ça? Nous-mêmes, dans ces jours-là, nous combattrons avec les miliciens. Oui. Pour dire que moi, j'ai constaté qu'il y a des généraux, on a eu rendez-vous avec les Français, on ne sait pas. Et donc, vers les 14h à 15h, les miliciens sont en train de l'entrer chez eux. Et aussi, peut-être que les Français, il a eu aussi des matériels suffisants. Donc, on a connaissé bien que les miliciens vont travailler, donc vont tuer les gens, alors que, à ma jugement aussi, pourquoi les Français, on a essayé de traverser dans les régions, c'est là où il y a des maisons détruites, des forêts brûlées, des forêts boisées, oui. Donc, les Français, ces jours-là, n'avaient pas la confiance, de protéger des gens ou de connaître si comme nous l'avons vu d'Argimère, nous avons vu des Corines, on a vu aussi des gens qui courent là derrière des gens. Comment ça? Vous voulez dire par là que, alors que les soldats français étaient avec vous, on voyait des miliciens courir après des gens? Oui, oui. Attendez, c'est très important, mais c'est la première fois que j'entends ça. Soyez bien précis, Jean-Baptiste. Est-ce que, lorsque les soldats français sont avec vous, qu'ils regardent au loin avec les jumelles devant vous, est-ce qu'à ce moment-là, oui ou non, on voit au loin des miliciens courir après des gens? Oui. Auparavant, je dis qu'on a essayé de démontrer une fille qu'on a fusillée tout de suite. Une fille qu'on venait de fusiller avant que les soldats arrivent? Oui, après 5 minutes avant que les Français arrivent dans cette région de Bissau-Salon. Oui. Et vous avez montré, la fille était morte alors? Donc, il a vécu 3 heures. Est-ce qu'elle était encore vivante quand vous l'avez montrée aux Français? Non. D'accord.
Donc, elle a agonisé pendant 3 heures, c'est ça? Après 3 heures, la fille est meurt. D'accord. Et vous avez montré son cadavre aux Français? Oh non. 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 Alors que les Français donc, vont partir. J'essaie de comprendre, Jean-Baptiste. Je repose la question. Il faut répondre le plus précisément que vous pouvez et le plus sincèrement possible. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Lorsque les soldats français sont là, ils vont, vous m'avez dit, prendre l'initiative de regarder au loin avec les jumelles. Est-ce que vous leur dites qu'il y a des miliciens? Oui, oui. Ils regardent avec leurs jumelles. Est-ce qu'à cet instant-là, au moment justement où ils sont là et qu'ils regardent avec leurs jumelles, on voit en haut, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des miliciens, comme vous l'avez dit, qui sont fiers et qui n'ont pas honte et qui ne se cachent pas, simplement, ou est-ce qu'on voit des miliciens en train de courir après des gens? À cet instant-là précis. Donc j'ai essayé de dire des noms de Corinne, on appelle Cana. On appelle Cana. C'est là où les miliciens, on a essayé de fuir. Là derrière de 3 ou 5 personnes, qu'on m'appelle des Tutsis, oui. Donc on dit aux Français, voilà, des exemples vous voulez. Donc ça veut dire que là, au moment où les soldats français regardaient avec leurs jumelles, en haut, on pouvait voir, à cet instant précis, des miliciens courir après des Tutsis? Oui, oui. D'accord. Comment on réagit alors, les soldats français qui ont vu ce que vous leur avez montré, ce que vous nous dites qui se passait à cet instant? Comment ont-ils réagi en regardant au loin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc tout de suite, les Français ont dit que lorsque les ont là-bas à Dishita, il a essayé de discuter avec les bureaucrates de Dishita. On dit que, nous attendons les Français. Et ils ont dit, pourquoi nous attendons les bruits des fusées alors que les soldats des montagnes ont roué de cette région, de région de Bessessoro, quand même. Pouvez-vous recommencer, Jean-Baptiste? Oui. Recommencer votre explication, je ne comprends pas. Recommencer, c'est important, mais recommencer. Allez-y. Lorsque les Français arrivent, ils s'installaient d'ici, peut-être, moi, je ne serais pas ici, je n'étais pas ici quand même. Peut-être que les Français, on a essayé de discuter avec les bureaucrates, quand même d'ici, même si dans cette région, on a essayé de tuer les Tutsis, les Mobuga aussi. Les Français, on a essayé de demander les gens qui ont amené ou qui ont de revoir les chemins. Là où il attend le bruit des fusées, il attend aussi des gounettes. Alors que les soldats, c'est ma jugement, oui. Ouais. Donc il arrive à Dishita. À Dishita aussi, les Interhamwe, on a brûlé les bureaux, les maisons de Tutsis. Et peut-être que les Français, on a posé des questions sur le monsieur de bureau de Dishita. Là aussi, de Dishita, c'est la commune, pour dire qu'il y a aussi des installations de bureaucrates vivent dans cette région. Il arrive aussi, peut-être qu'il a posé des questions de nous montrer, des questions d'avoir une personne ou des personnes qui vont démontrer la région qu'ils ont entendu les bruits des fusées, des grenades. Est-ce que, Jean-Baptiste, quand vous étiez à Bicécéro, vous avez vu des Inkotelu? Non. Quelle est la première... on tourne. Jean-Baptiste, Oui. Les Français vont décider de partir. Que vous disent-ils exactement
au moment où ils décident de partir? Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, le jour que les Français, avec le monsieur de Trois-Graines, on a retourné chez eux. Ils disaient que, oh, vous, avec les messieurs qui ont les messieurs intellectuels, quand même, Eric et d'autres personnes qui sont capables de discuter avec les Français. Et les Français ont dit ce messieurs, ah, vous essayez de cacher après 4 jours et nous avons essayé de nous protéger. Quand même, moi j'ai constaté que les Français, on a eu la mission avec les miliciens. Alors que les Français ont eu des fusées. Pourquoi parmi une centaine donc une douzaine de militaires, on a essayé de rester 2 ou 3 quand même. Les miliciens, on n'hésite pas d'arriver encore de tuer les Tutsis. Leur avez-vous demandé, vous ou Eric ou quelqu'un d'autre, leur avez-vous suggéré qu'ils laissent au moins 1, 2 ou 3 militaires français le temps qu'ils aillent chercher des secours? Leur avez-vous demandé? Quand même, moi, je pense comme un homme, un être humain, quand vous rencontrez un problème difficile, on a essayé de résoudre si vous avez la capacité. Alors que moi, j'ai vu que les Français, on a eu la capacité, on avait beaucoup de choses, de matériel. Pourquoi? C'est ma question, oui, c'est ma question que je pense. Pourquoi les Français prenaient des douzaines? On a essayé de rester de 3 ou 4 et aussi de communiquer avec les autres qui vivent ici dans le jeu de Tibouye, de donner des renforts. Alors que M. Eric, il pose beaucoup de questions de nous protéger. Ah, les Français ont dit non, vous restez dans les cachettes. Et ces jours-là, après le lendemain, les miliciens arrivent abondamment. Ouais. Donc, aucun soldat français n'est resté avec vous? Aucun. Est-ce que les soldats français avaient des radios Oui. Vous en avez vu? Oui. Ils auraient pu donc utiliser ces radios pour appeler des renforts, c'est ça? Donc, comme je ne suis pas capable de distinguer les matériels des soldats, j'ai vu que c'est les voitures des soldats, il y a des antennes pour dire que pendant la guerre, comme les pays européens ou les pays avancés, on a essayé de distribuer les soldats pour dire qu'on donne les matériels suffisants. Les soldats français vous ont dit qu'ils allaient revenir dans combien de temps? Quoi? Les soldats français vous ont dit qu'ils partaient et qu'ils allaient revenir. Qu'ils allaient revenir dans combien de temps? Après 4 jours. D'accord. Le lendemain, vous subissez la première attaque des miliciens à Interamwe. Oui. Cette attaque est-elle particulièrement importante par rapport aux autres? Après les Français qui partent, des jours-là, dans 3 jours, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de miliciens. On a essayé d'arriver d'une façon. Est-ce qu'il y avait plus de miliciens que d'habitude? Oui. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Est-ce que vous avez donc été attaqué le lendemain de l'arrivée des Français, puis le jour d'après? Quelle était l'attaque la plus importante? Le lendemain ou le jour d'après? Le lendemain, c'est le lendemain. Donc, entre 2 jours après, les miliciens arrivaient d'une façon abondamment. La question que je vous pose, Jean-Baptiste, est la suivante.
Les soldats français arrivent un certain jour et repartent. Le lendemain, vous êtes attaqué. Oui, oui. Le surlendemain, Oui, oui. vous êtes encore attaqué. Oui. La question que je vous pose, quelle était l'attaque la plus importante, la plus forte? Était-ce le lendemain ou le surlendemain? Le lendemain. Le lendemain. Est-ce que l'attaque du surlendemain était également importante? Et sur le lendemain aussi, c'était très difficile. Est-ce que il y avait, Sorry. est-ce qu'il y avait à votre, est-ce que vous avez le souvenir de l'utilisation d'armes que vous n'aviez jusqu'à présent pas encore vu être utilisées contre vous? Quoi? Est-ce que, Jean-Baptiste, vous avez le souvenir que lors de ces 2-3 jours d'attaque, après que les Français soient venus, il y a eu l'utilisation d'armes nouvelles? Non, non. L'essentiel, donc, ce qui est important dans ce jour, c'est l'abondement la population et le nombre de miliciens sont très élevés. Est-ce que, Jean-Baptiste, est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit? Est-ce qu'il y avait l'utilisation d'armes à feu, de grenades? Est-ce que ça faisait du bruit? Oui, oui, les grenades, les fusées aussi. Donc, j'attends aussi, j'attends les bruits des grenades et les fusées aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait plus de bruit que d'habitude? Quoi? Est-ce qu'il y avait plus de bruit que d'habitude? Non, 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 non. Est-ce que vous pensez que ces bruits de coups de feu, de grenades, pouvaient être entendus très loin? Oui, oui, certainement. Jean-Baptiste, est-ce que les Interamwe qui vous attaquaient pendant ces 2 jours parlaient? Est-ce que vous les entendiez parler, crier? Est-ce que vous les entendiez? Oui, oui, oui. Nous deux, dans cet égard de guerre de génocide, oui, nous rencontrons avec les Interamwe tous les jours. Quand on rencontre dans les buissons, oui, dans le petit chemin, on rencontre avec les Interamwe toujours. Est-ce que pendant ces 2 ou 3 jours d'attaque, vous avez vu des Interamwe qui venaient d'autres régions que Bicécéro? Oui, oui, oui. De quelle région? Les jeux de Gisenyi, de Bugarama, dans la province, dans la préfecture de Cyangugu, de ex-préfecture de Cyangugu. Comment vous savez les reconnaître? Comment vous pouvez le savoir qu'ils venaient de là? Ils parlent des langues maternelles, mais d'une façon de parler, c'est très différent avec le rapport de la Légion. Est-ce que vous n'avez aucun doute sur le fait que pendant ces 2-3 jours d'attaque, après que les Français soient venus à votre rencontre, il y avait des miliciens venus de Cyangugu? Oui, oui, il y en a. Est-ce qu'ils étaient habillés d'une façon différente? Est-ce qu'on pouvait également reconnaître les miliciens par la façon dont ils étaient habillés? Donc, ils habillent d'une façon différente à cause que sa mission ne soit pas la même. Donc, le ministère de Gisenyi et de Cyangugu habillent d'une façon différente. Comment sont habillés les miliciens de Gisenyi? Le ministère de Gisenyi, on a essayé de porter les feuilles de bananiers. Aussi les gens de Cyangugu, on a essayé de porter les feuilles de cafetiers. Des cafetiers. Y avait-il plus de miliciens de Gisenyi ou plus de miliciens de Cyangugu? Oui, oui. Est-ce que les miliciens de Cyangugu étaient plus nombreux ou moins nombreux que les miliciens de Gisenyi? Ce n'est pas nombreux comme les gens dans les jeux de Kibuye, mais il a eu la force très. Donc, il a eu la force très forte. Comment dirais-je?
Donc il a eu la capacité, il a eu l'expérience de tuer. Est-ce que les miliciens de Chiangougou avaient des armes différentes que les miliciens de Gisenyi, que les miliciens de Kibuye? Il avait les armes différentes, mais il a eu la capacité de travailler d'une façon différente quand même. Comment travaillaient les miliciens de Chiangougou par rapport aux miliciens de Gisenyi et par rapport aux miliciens de Kibuye? Et comme dans les jeux de Chiangougou, il y a des musulmans, donc il a tué d'une façon différente avec les jeux de Kibuye, même aussi les gens les miliciens de Gisenyi. Il a eu l'expérience de tuer en utilisant des bois ou des bambous. Les miliciens de qui? De Chiangougou? Non, de Gisenyi. Oui. Ils utilisaient quoi, vous dites? Les bambous. Les bambous ont eu des aiguilles comme les poinçons. Ouais. Et qui utilisait les poinçons? Des miliciens de Gisenyi. Donc les miliciens de Gisenyi utilisaient des bambous? Oui. On a essayé de jeter comme les commandants, les soldats commandants. Oui. Est-ce que les miliciens de Chiangougou utilisaient quelle arme? Des machettes, des namongano, ce qu'on appelle les armes traditionnelles. Quel était le geste pour tuer avec les machettes que faisaient les miliciens de Chiangougou? Comment ils tuaient? Vous vous rappelez du geste? On a gorgé la tête, ouais. Comme il égorge les moutons ou les... Est-ce que vous vous souvenez du geste? Autrement dit, je vous pose une question précise, Jean-Baptiste. Est-ce qu'il faisait juste ça, ou est-ce qu'il faisait ça? Donc il a eu la tendance de courir sur les gens. Oui. On prend d'une manière convenable. On a essayé de prendre la tête, on a gorgé la tête. Ouais. Je reviens sur ma question, ce geste-là. Est-ce que vous vous rappelez que des miliciens, peu importe d'où ils venaient, faisaient ça et ça comme ça, ou ils faisaient seulement ça? Non, il gorge comme ça. Oui. Donc, celui qui fait comme qu'il a montré, c'est Jean qui a eu la peur, oui. Alors que ces gens n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur d'attraper les gens. On attrape les gens, ils gorgent d'une façon fière, d'une façon fièrement. Et vous dites que les miliciens de Chiangougou, c'était tous des musulmans? Oui. D'accord. Et les miliciens, quand on dit les miliciens de Chiangougou, c'est pour vous nécessairement les miliciens qui étaient sous les ordres de Youssoufou Mouniakazi? Bien sûr. D'accord. Youssoufou Mouniakazi, quand l'avez-vous rencontré? L'avez-vous vu à un certain moment sur les collines de Bicécéro? Moi, un jour, j'ai vu sa voiture. Dans sa voiture, il y a des fusées qu'on appelle mitrailleuses. Donc, des gens qui connaissent très bien, qui vivent avec moi, ils ont dit, sa voiture sont des messieurs de Youssoufou Mouniakazi. Donc, moi-même, je n'ai pas vu face à face. Mais vous l'avez vu de loin? Oui. D'accord. Ouais. Vous l'avez vu quand? Au milieu de mois-mai. Lors de la grande attaque? Oui. Oui, au milieu de mois de mai et de juin. C'est là où la force de Youssoufou Mouniakazi, on a essayé de... Quand vous dites au mois de juin, c'est au début juin, à la fin? Au début juin. Oui, au début. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Vous souvenez-vous avoir entendu des hélicoptères dans le ciel? J'ai attendu que les Français arrivent. Quand ils sont venus pour transporter les gens vers Goma, c'est ça? Oui. Et avant? Après
Après les attaques, après les grandes attaques? Après les attaques, oui, après les attaques de miliciens aussi, des hélicoptères des Français arrivent en contournant la région de Bicessero et aussi la région d'Itwa et de Karongi, oui. De Karongi, c'est là où il y a des installations des antennes, oui. Est-ce que vous avez entendu des hélicoptères dans le ciel avant cette journée-là? Et oui. Ouais. Avant que les Français arrivent, j'ai attendu deux fois. Avant que les Français n'arrivent la première fois, vous voulez dire? Vous savez, avec que les Français arrivent. Non, mais avant que les Français arrivent, le jour où Eric leur a parlé, avant ce jour-là, vous avez entendu des hélicoptères? Oui. Et avant et après. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez entendu des hélicoptères dans le ciel pendant qu'il y avait des attaques? Oui, j'ai entendu une seule fois. C'était quand? Entre les 3 jours après que les Français arrivent. Je repose la question, Jean-Baptiste. Vous dites, et vous me dites si je me trompe, avoir entendu dans le ciel et vu aussi des hélicoptères, un ou deux hélicoptères. Avant que les Français arrivent, j'ai vu deux fois. Deux fois un hélicoptère? Oui. Il y avait un seul hélicoptère dans le ciel? Un seul. La question que je vous pose, Jean-Baptiste, je veux savoir quand. Et vous m'avez dit que c'était pendant une attaque des miliciens? Au même moment? Oui, dans ce moment-là. D'accord. Oui. Donc c'est-à-dire que vous étiez en train de courir et de vous cacher, d'essayer de fuir. À ce moment-là, vous étiez où vous-même? Vous étiez caché? Non. Je suis à la colline de Mouira. Ok. Vous êtes à la colline de Mouira. Oui. Vous subissez une attaque des Interamoué, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? Oui. Bon. Et à ce moment-là, est-ce que vous ne bougez pas, vous êtes caché, ou est-ce que vous courez pour fuir? Comme nous avons vu que les hélicoptères contrôlent l'atmosphère dans cette région, on n'avait pas vu ici les hélicoptères, on a refusé de nous tuer. Et j'ai attendu aussi que mes anciens par là ont dit que les hélicoptères, quand il a essayé d'approcher sur la terre, c'est là où on a de fuir. Quand même, dans ce jour-là, l'hélicoptère contrôle la région, on n'arrive pas tout près de nous, il traverse loin de nous. D'accord. Ouais. Je recommence. Ouais. Vous dites que vous êtes sur la colline de Guitois. Non, j'étais à la colline de Mouira. Mouira, la question que je pose, Jean-Baptiste. Là, vous me décrivez quelle journée? Une journée qui est après que vous ayez rencontré les Français ou avant? J'ai vu des hélicoptères avant et après que les Français arrivent. Ok. Quand vous dites que vous avez vu l'hélicoptère après, avez-vous vu un hélicoptère? Parlez-vous des hélicoptères qui sont venus pour prendre les Tutsis et les amener se faire soigner à Goma? Non, c'est une autre partie. Avant ou après? Donc, avant les attaques? J'essaie de vous expliquer doucement. Donc, avant et après que les Français arrivent, j'ai vu des hélicoptères en contournant l'atmosphère de Bicessero. Et après 3 jours, les Français, on a traversé le Bicessero vers le Dissovo. Le Dissovo, il y a aussi le bureau de commune de Dissovo, de l'excès de Dissovo. Et en retournant, nous a essayé de bloquer la route. Et je me souviens bien que le monsieur qui a dirigé le convoi des Français et les sapeurs, donc il porte le brevet capitaine, il s'appelle Jean-Baptiste, je la connais bien. Comme vous?
Oui, oui. C'est un soldat français? Oui, oui. C'est le capitaine qui a dirigé les convois de ces jours-là, après 3 jours. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est quoi? Le convoi qui vous amène dans le camp de Bicécero? Non, oui. Donc, ces jours-là, les Français traversaient le Bicécero. Donc, c'est la deuxième fois. La première fois, il arrive avec son ancien Toigraïez. Oui. Il est tourné. La deuxième fois, c'est le lendemain ou le surlendemain, c'est quand? C'est le lendemain. Le lendemain, vous voyez encore des Français? Non. Le lendemain, vous voyez quoi? Je ne comprends pas. Non. Le lendemain, on ne le voit pas. Alors, vous nous dites, vous nous parlez de ce soldat qui s'appelle Jean-Baptiste. Oui. Ce soldat, vous le voyez quand? Le lendemain, le surlendemain, vous le voyez quand? Après 3 jours. Après 3 jours. Oui. Au moment où les Français reviennent, Oui. avec les hélicoptères. Oui. C'est ça? Ce jour-là, donc, après que nous bloquions la route. Qui bloque la route? Nous-mêmes, les Tutsis de Bicécero. Vous avez bloqué la route? Oui, pour bloquer les soldats des Français. Pour les forcer à s'arrêter. Oui, les Français ont essayé d'arrêter. Mais attendez, mais quand vous avez, parce que vous vouliez qu'ils vous aident, c'est ça? Donc vous êtes mis au travers de la route pour les forcer à s'arrêter. Oui. C'est ça? Oui. Bon. Après les 3 jours, c'est ça? Après 3 jours, oui. Pourquoi? Parce qu'après 3 jours, ils passaient sans s'arrêter? Non, après 3 jours, il n'arrivait pas. Donc il arrive après 3 jours. Oui. Il a essayé de traverser pour aller là-bas à Disovo. Oui. À l'étour des Français, les Tutsis de Bicécero, on a essayé de bloquer la route. Ok, je continue, c'est très important, je veux bien comprendre, Jean-Baptiste. En recommençant. Le premier jour, on ne parle pas de ce jour-là, vous rencontrez les Français, Eric Nzabimana leur parle, et puis les Français repartent. Ensuite, vous vous faites attaquer 2 jours durant, plus une matinée, 3 jours durant. 3 jours. Ensuite, les Français, vous les voyez à nouveau arriver. D'accord? Ils passent, ils roulent, et là vous courez pour vous mettre au travers de la route et les empêcher de continuer leur chemin? Ils continuent le chemin vers le bureau de Disovo. Et vous leur avez forcé à s'arrêter? Donc, comme nous avons dans l'état difficile, dans ce jour-là, le matin, les militaires aussi, on a essayé d'attaquer, de nous attaquer. Oui. Alors que nous voyons que, voilà, les camions et les voitures que nous voyons, c'est les camions des Français. Oui. C'était quand? C'était le matin? Le matin, oui, le matin. Est-ce que vous les avez aperçus pendant qu'on vous attaquait? On était en train de vous attaquer au moment où vous les avez aperçus ou pas? C'est le moment où les miliciens ils sont là. Donc les miliciens étaient en train de vous attaquer, et à ce moment-là, vous voyez des soldats français passer? Passer, oui, dans ces camions et dans ces voitures. Et là, les miliciens étaient en train de courir? Oui, les miliciens sont là, tout près de la route. Combien il y avait de Français à ce moment-là? Combien de véhicules? Je me souviens de 5. 5 véhicules. Quel genre de véhicules? Des camions, des jeeps? Il y a les blindés, oui. Les blindés et les jeeps qui portent les grands fusils devant. D'accord. Et aussi des camions. Oui. Là derrière des voitures. Et aussi là derrière, il y a les camions qui portent les grands fusils. Et aussi, j'ai vu aussi un soldat des Français qui est assez comme les gens en position de combat? Oui. C'est ça? Oui. Il prend un fusil comme ça. Au moment où le convoi de soldats français arrive à votre hauteur, vous les entendez et vous courez? Oui. Et le retour de France. Vous faites partie des gens qui courent pour vous mettre sur la route vous-même? Je suis avec
mes camarades et aussi mes parents, comme nous sommes dans l'état difficile, nous sommes unis. Et nous coulons en venant là où les Français traversaient, en retour quand même, en retour des Français. En retour? En retour des Français. Donc, les Français, le matin de... Oui, c'était le matin. C'est le matin, ils passent dans la région de Bicester vers la région de Lisovo. C'est là où ils viennent d'où à ce moment-là? ils viennent dans le lot de Dishita. Quand même, ils viennent de Dishita. Oui, oui. Est-ce que quand vous vous mettez au travers, est-ce que le convoi roule vite? Est-ce que les voitures des Français roulent vite? Roulent vite, oui, oui. Elles roulent vite? Oui, oui. Et vous vous êtes quand même mis au travers de la route et vous vous êtes mis devant la première voiture du convoi? Ah, répète encore. Est-ce que vous courez pour arrêter le convoi? Est-ce que vous vous mettez devant la première voiture du convoi? Donc, le matin, les voitures de Français traversaient vite. À retour, nous, les Tutsis de Bicester, on a essayé de courir vers la route. On bloque la route. Vous avez réussi à vous mettre devant la première voiture? Vous savez, il y a 5 voitures, vous m'avez dit. Oui, oui, oui. Il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Il y en a une qui est devant toutes les autres. Oui, oui. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre devant la première voiture? Oui, c'est devant la première voiture. D'accord. Combien vous étiez de Tutsis? À peu près de 500 personnes. 500? Oui, 500 personnes. Et combien vous étiez à courir sur la route? Donc, on ne courait pas derrière la route, on a essayé de bloquer d'une façon barrière. Mais combien vous étiez, vous et vos camarades, combien de personnes s'est mis devant la première voiture? À peu près de 20 personnes. 20 personnes, plus de 20 personnes. Est-ce que le convoi s'est tout de suite arrêté? Oui, oui. Oui, oui. Que s'est-il passé alors? Lorsque les voitures arrêtent, le chef des soldats français, il sort de la voiture, il arrive devant nous en disant « Ah, pourquoi vous bloquez la route ?» Le monsieur Eric, il était là, il a dit aux Français « Pourquoi vous me disiez que nous continuons de cacher alors que vous essayez de communiquer avec les messieurs. Dans 3 jours, vous voyez qu'il y a beaucoup de morts en disant aussi, et vous-même, vous les Français, si vous avez la capacité, vous me tuez avec mes amis, au lieu de tuer le musicien. Le ministre Jean-Baptiste, il discutait longtemps avec ce ministre Eric. Jean-Baptiste, c'était le chef? Le chef de convoi, le convoi des Français. Il est capitaine, oui. Il était capitaine. Vous êtes sûr que son prénom est Jean-Baptiste? Oui, oui. D'accord. Je le sais bien. D'accord. Oui. Et son ministre, il dit non. Vous, dans ce moment-là, nous n'avons pas capable de protéger, alors que nous, les Tutsis, nous voyons qu'il porte beaucoup de matériel. Pourquoi vous n'êtes pas capable de protéger? Jean-Baptiste, il dit non. Vous me donnez les chemins. Nous dit, n'est-ce pas comme ça? Si vous avez la volonté de nous protéger, nous protégeons. Si vous n'avez pas la volonté de protéger, vous me tuez vous-même. Lorsque le convoi est arrivé et que vous vous êtes mis au travers de la route pour arrêter le convoi, est-ce qu'on entendait beaucoup de bruit
de fusils, de grenades. Est-ce qu'à ce moment-là précis, rappelez-vous bien Jean-Baptiste, rappelez-vous bien. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Est-ce qu'à cet instant-là, il y avait des tirs, des grenades ou pas? Non, c'est vers de 15 heures. C'est vers 15 heures. Qu'est-ce qui est vers 15 heures? Vers 15 heures de ce jour-là. Oui. Donc, on a essayé. Donc, après 3 jours, le 3e jour, oui, les miliciens, on a vu que les Tutsis sont très. Donc, ils n'avaient pas la capacité, n'avaient pas le. Ma question, Jean-Baptiste, oui, je la repose. Oui. Ce jour où les Français reviennent, que vous vous mettez au travers de la route, ce jour-là, que vous décrivez, vous m'avez dit qu'au moment où le convoi est passé à votre hauteur, vous étiez poursuivi par des miliciens. C'est bien ça? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, les miliciens utilisaient des armes à feu? Non. Donc ils vous suivaient avec les machettes? Non, quand même, on n'attend pas de brûler des machettes. Bien sûr. Yeah. D'accord. Est-ce que les soldats français pouvaient voir ces miliciens qui vous couraient après? Oui. Dans les montagnes c'est là où on a construit le monument de Bicicero. Au sommet de cette colline, il y a le groupe de miliciens. On a attendre que si les Français partent, ils sont en train de refaire encore l'action qu'ils ont cessé. Ouais. Lorsque, je reformule ma question, Jean-Baptiste, vous m'avez dit que lorsque le convoi est passé, vous étiez en train de courir parce que les miliciens vous couraient après. Oui, c'est bien cela? Oui. Est-ce que lorsque le convoi est passé, les miliciens étaient donc loin ou ils étaient juste là? C'est pas loin, c'est tout près de nous et les Français. Donc, on dit donc il y a peut-être 200 mètres entre nous et les miliciens. Donc entre vous et les Français, puisque les Français nous sommes avec les Français, et ils étaient à 200 mètres. Est-ce qu'on pouvait les voir? Oui. Est-ce que vous les avez, lorsque vous avez arrêté le convoi, vous avez montré les miliciens aux Français? Bien sûr. Est-ce que les Français l'ont vu? Très bien. Est-ce que les Français, les soldats français, vous me dites, Jean-Baptiste, rappelez-vous bien, vous me dites que les Français vous ont demandé de leur laisser le passage, c'est ça? Ou pas? C'est ça? Vous m'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous m'avez dit que les soldats français, vous avez arrêté le convoi, mais que le chef, le capitaine Jean-Baptiste, vous a demandé de vous laisser le passage pour repartir, pour continuer le chemin. Oui. Est-ce bien ça, Jean-Baptiste? Oui. Est-ce qu'il vous a demandé de lui laisser le passage après que vous lui ayez montré les miliciens? Donc, quand les Français voyaient que nous n'avons pas eu le peur de mer, donc les Français ont décidé de rester là tout de suite pour dire que nous, les Tutsis de Bicicero, on ne donnait pas le passage. Je recommence ma question, Jean-Baptiste. Le capitaine Jean-Baptiste va vous demander de laisser le passage. Oui. Je vous pose la question. Le demande-t-il alors que vous lui avez déjà montré qu'il y avait des miliciens? Est-ce qu'il vous demande après ou est-ce qu'il vous l'a demandé avant? Lorsque nous discutons avec les Français, dans ce moment-là, on discute avec bien sûr le capitaine Jean-Baptiste. Si vous partez, vous voyez qu'il y a sur la montagne, voilà les miliciens. Ils les ont vus à ce moment-là? Oui. Le monsieur, il dit aux camarades, bien sûr le français, il appelle le capitaine Jean-Baptiste, il a appelé ses camarades, je ne sais pas si le chef ou
de communication ou le chef de combat, je ne sais pas. Il arrive, il a essayé de monter en dessous de route. Il a essayé de monter. Donc il monte en dessous des voitures. D'accord. Oui. Et pour les jumelles, il a essayé de le voir sur les montagnes de Biceselo. C'est là où on construit les monuments. Nous-mêmes, nous sommes près de cet monument. Et, bien sûr, pendant le génocide, on ne construit pas les monuments. Donc, à l'histoire d'aujourd'hui, il y a des monuments. C'est là où le commencement des monuments des Français, c'est là où nous allaitons c'est là où vous allaitez des convois. Bien sûr, en haut de cette montagne, c'est là où les miliciens s'installaient. Au monument? Ils étaient au monument? Oui, oui, en haut. La question que je vous pose, Jean-Baptiste, est la suivante, je la reformule. Vous m'avez dit que le capitaine français, Jean-Baptiste, vous a demandé de laisser le passage. Oui, oui. Ce que je vous demande, c'est la chose suivante. Je vous pose la question suivante. Vous l'a-t-il demandé après que vous lui ayez montré les miliciens? Le capitaine Jean-Baptiste, on a essayé de demander le chemin. Nous-mêmes, on dit, c'est pas comme ça. Si vous passez à l'instant comme ça, les gens que vous voyez ici sont morts directement. C'est à cet instant que vous leur montrez les miliciens? Oui. Maintenant, vous leur montrez les miliciens? Oui. Vous ne lui avez pas montré les miliciens avant qu'il vous demande le chemin? Le monsieur Jean-Baptiste, il a demandé le chemin. Oui. Donc il a demandé le passage. Est-ce qu'il demande le passage quand il vous demande le passage, le chemin, est-ce que vous lui avez déjà montré les miliciens ou pas encore? Après que le capitaine Jean-Baptiste a demandé le chemin. C'est là que vous lui montrez les miliciens? Oui, oui. D'accord. Ça va? Jean-Baptiste, est-ce que avant que ce convoi de 5 véhicules arrive, vous aviez vu le même jour d'autres véhicules français? Peut-être un autre. Avant que le convoi de 5 véhicules n'arrive et que vous vous mettiez au travers du passage, dans les heures qui précèdent, le même jour. Oui, oui. Est-ce que vous aviez déjà vu des véhicules français ou pas? Le même jour? Le même jour. Oui, oui. Le même jour, nous avons vu que des voitures de soldats rwandais. Et en passant dans les jours de Biceselo, il y a quelques personnes qui avaient vu, non, ces voitures, c'est des voitures des Français, des soldats français. De ce jour-là, de matin. Ils nous ont dit, ces voitures, c'est les voitures des Français. On arrive à retour des Français, ce jour-là, le même jour, c'est là où on a essayé de bloquer la route. Je repose ma question. Oui. Vous venez de nous expliquer que ce jour, vous voyez un convoi de 5 voitures, oui. Vous vous mettez devant la première voiture pour les arrêter. Là, on est d'accord. Oui. Est-ce que dans la même journée, un peu avant, vous avez vu d'autres véhicules sur la route? Oui, il y a beaucoup de voitures, de véhicules, oui. Pensant à un véhicule de personnes de fuir, de combat, Attends une seconde. On entend là? Jean-Baptiste. Oui. Vous venez de nous expliquer que ce jour-là, vous mettez au travers de la route pour empêcher le convoi de soldats français
de continuer la route. Ça, nous l'avons compris. La question que je vous pose, Jean-Baptiste, est-ce que ce même jour, un peu avant, dans la matinée, quelques heures avant, vous avez vu sur cette route d'autres véhicules français ou d'autres véhicules? D'autres véhicules et pas de Français. Des véhicules de Rwandais, Oui, oui. de miliciens? De militaires, oui. Avec les bis. On a des bis, sauf oui, avec les gens de l'Italama et d'autres personnes viennent dans les différentes régions. Est-ce que ces bus qui contenaient donc des miliciens Interahamwe, vous les avez vus longtemps avant que le convoi de Français passe ou peu de temps avant? Non. Quand nous voyons les voitures, d'autres voitures, pas de Français, nous essayons de cacher. Parce que dans les voitures, il y a des soldats rwandais, ex-FAR peut-être, bien sûr ex-FAR. On ne met pas les visages, on n'étale pas le visage dans le devant de voiture. On voit les bis. Et vous êtes, caché, et vous êtes bien sûr caché à ce moment-là. Oui. Est-ce que ces bus, vous en avez vu plusieurs fois passer? Après le Français, oui. Après le Français. Je parle de la journée dans laquelle vous allez revoir les Français. Est-ce que dans la matinée, un peu avant que les Français ne passent sur cette route et que vous les arrêtiez, est-ce que avant, dans la même journée, vous avez donc vu des bus de miliciens? Oui. Ça, ouais. Est-ce que vous avez vu plusieurs fois des bus de miliciens ou une seule fois? Non, une seule fois. Une seule fois. Il y avait un bus ou plusieurs bus? Un bus. D'accord. Est-ce que c'était longtemps avant que le convoi de Français passe? C'était 1 heure avant, 5 minutes avant, 2 heures avant? Le lendemain, après le lendemain de Français. C'est là où le bus passe d'une façon abondante. Ouais. Non, la question que je vous pose, Jean-Baptiste, je recommence. Le jour où vous décidez de vous mettre au travers de la route pour empêcher le convoi de passer, le convoi de Français. Ouais. On parle de cette journée-là, d'accord? Que de cette journée-là. Est-ce que dans cette journée-là, un peu avant, mais dans cette journée-là, vous avez vu un bus de miliciens passer sur cette route? Non, dans cette journée, après que le Français accepte de rester là-bas, je n'avais pas vu le bus, j'ai vu les petites voitures et les camionnettes. Français? Non, d'autres personnes, du Rwandais. Ok, je recommence. On ne se comprend pas. Je recommence la question. Le troisième jour des attaques, d'accord, les Français sont venus, sont repartis. Le lendemain, vous subissez une grande attaque. Oui. Le jour d'après, encore une grande attaque. Oui. Le jour d'après, encore une autre attaque le matin. Oui. Bien. C'est ce troisième jour où les Français reviennent et vous les arrêtez. Oui. D'accord. Parlons de cette journée-là. Oui. Pas des jours avant, juste de cette journée-là. Est-ce que dans cette journée-là, le matin, vous avez vu des bus d'Interahamwe passer sur la route? Oui. Ok. Est-ce que quand vous avez vu un bus d'Interahamwe passer, les Français sont ensuite venus sur la même route? Croiser les Français en arrivant. Comment ça croise les Français? Le bus traversait la région de Bissesselo vers le Gisovo. Il venait de Gisovo? Oui. D'accord. Après, le retour des Français, en arrivant de Gisovo, il rencontre avec le bus d'Interahamwe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que les Français sont arrêtés, vous les avez déjà arrêtés, passe un bus d'Interahamwe? Non, avant que nous... D'accord. Mais les Français arrivent combien de temps après que le bus passe? Après 3 heures. D'accord. 3 heures après, les Français passent. Et oui, arrive. 3 heures après que le bus soit passé par le même chemin, mais dans l'autre sens. Oui. D'accord. En croisant, donc, du matin, les Français vont partir à Gisovo. J'ai compris. Oui. D'accord. Les heures suivantes, le bus d'Interahamwe passe dans la même direction. D'accord. En retour des Français,
moi, je crois que les Français croisaient le bus d'Interhamwe. Pour dire que les Français, on l'a rencontré avec le bus d'Interhamwe. Vous avez eu combien de fois un bus d'Interhamwe passer sur la route ce jour-là? Une fois. Une fois. Oui, une fois. Avant que les Français ne viennent. Oui, avant Bien. que les Français. Oui. Ok. La question maintenant, Jean-Baptiste, que je vous pose est la suivante. Nous parlons toujours de cette journée, hein, cette troisième journée, hein, Oui. d'accord? Ouais. Bon. On parle que de cette journée. Est-ce que dans le convoi de militaires français, il y avait des civils? Moi, là, on ne dit pas beaucoup de choses sur les gens sévères, donc les personnes sévères. Je pense que dans les voitures, il y a les gens qui ont attaché avec les Français pour dire qu'il y a des gens qui ont démontré les coordonnées que les Français veulent de rechercher. Je ne sais jamais. Vous m'avez dit que dans ce convoi, il y avait 5 véhicules. Oui. Tous étaient des véhicules militaires? Oui, c'était des véhicules militaires. Est-ce que vous avez vu des photographes? Bien sûr. Ils étaient là en convoi? Oui, ils étaient là. Ok. Dans quelle voiture étaient-ils, vous le savez? La première, la deuxième, vous le savez? Donc, quand nous allons les Français, Oui. On a discuté longtemps avec le ministre capitaine Jean-Baptiste, D'accord. en décidant que dans ce moment-là, aucune chose de refaire. On a essayé de rester là-bas au lieu de continuer le chemin. C'est là où les caméramans arrivent là devant nous. On a discuté avec le monsieur Eric. Oui, c'est aujourd'hui le maire. Le maire de Calonne. Oui. Et aussi les camarades qui ont connu. Nous parlons bien de cette journée au cours de laquelle les Français repassent sur une route. Vous les arrêtez, vous arrêtez le convoi. Vous discutez avec le capitaine Jean-Baptiste. La question que je vous pose, est-ce que vous avez dans ce convoi vu des photographes? Oui, il y en a. Continuez, expliquez-nous un peu. Qui sont ces photographes? Que qu'ont-ils fait? À quel moment sont-ils intervenus dans une discussion? Que s'est-il passé? Donc le caméraman... Caméraman ou photographe? Photographe, oui. Allez-y. Il arrive devant nous. Oui. Il est attaché avec le chef des soldats. Jean-Baptiste, oui. Il a essayé de prise de photos. Oui. Et aussi, il y a peut-être que je considère qu'il y a le journaliste. Oui, vous avez vu un autre journaliste? Bon, d'habitude, ici au Rwanda, quand nous avons vu les journalistes, ils portent des jaquettes à beaucoup de poches. D'accord. Oui, peut-être il y a aussi des cassettes. Le journaliste était blanc? Non. Muzungu? Le Muzungu, oui. Voilà. Et le photographe Muzungu aussi? Oui. D'accord. À quel moment sortent-ils de la voiture? Après qu'il y a la discussion donc, avec Jean-Baptiste, c'est ça? Oui. Quand vous discutez avec Jean-Baptiste, ils sortent pour se joindre à la conversation? Donc, de l'action de Jean-Baptiste, lorsqu'il arrive, le retour de convoi, on a essayé de bloquer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a discuté beaucoup avec des gens de BCC, de Tutsis quand même. On ne donnait pas le chemin. Jean-Baptiste, il a fait le geste, si la geste ne sait jamais, lui, il dit au chauffeur
le chauffeur conduit la première voiture. C'est là où il y a le grand fusée. Jean-Baptiste, il a essayé de monter sur le fusée, le grand fusée. Il a essayé de descendre la bouche de... C'est la bouche, non? La bouche de fusée. Pour montrer que si nous ne donnons pas la chemin, ils vont te tuer, ils vont nous tuer lui-même. Alors que nous restons dans la lutte. Lui, il a discuté beaucoup avec les gens qui vont avec lui, quand même les bras, des soldats français. S'il dit non, les Tutsis n'acceptent pas de donner le chemin, lui, il a décidé de sortir dans les voitures. Il a discuté encore avec il appelait le monsieur Eric. Alors venez-nous. Il discutait beaucoup de temps. Après, les journalistes ou les photographes arrivent devant nous. Le photographe est arrivé dans votre conversation à quel moment? Après que le capitaine Jean-Baptiste a essayé de nous... Oui. Donc là, le photographe sort, le journaliste avec les beaucoup de poches, c'est ça? Oui. Avec la jaquette de... Ils viennent vers qui à ce moment-là? Ils viennent parler avec qui? Il vient attaché avec son monsieur Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, il était avec le monsieur Eric, Bernard, et aussi Damascène. Et vous, Jean-Baptiste, vous étiez avec eux? Nous sommes tout près de ce monsieur. Donc vous êtes tout près là? Oui. Donc ce que vous me dites là, vous l'entendez? Vous êtes là? Oui. Et vous comprenez le français? Très bien. La question que je vous pose, est-ce que le photographe commence tout de suite à prendre des photos? Non. Il attend le commandement du chef. C'est là où il arrive d'intervenir dans les actions dans le dialogue. D'accord. Ouais, Mais est-ce qu'il a commencé à prendre des photos? Oui. Il a commencé tout de suite à prendre des photos avant de discuter? Non, après la discussion. D'accord. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du prénom ou du nom du photographe et du journaliste? Non. D'accord. Quand même, j'aime de réattendre la voix des soldats. C'est là où nous avons les espoirs de vivre. Ouais. Alors que se passe-t-il ensuite? Le photographe est là, le journaliste est là, le capitaine Jean-Baptiste est descendu de la voiture. Oui. Parce que donc, d'après ce que vous nous dites, les menaces n'ont servi à rien. Oui. Donc, ils descendent de la voiture. Eric est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, après la discussion, il a discuté beaucoup de temps à cause de cette action qui vont d'acter par les munitions. Donc, peut-être que le capitaine Jean-Baptiste, il a communiqué avec les autres qui vont ensemble. Est-ce que quand vous dites qu'il communique par la radio? Oui, la radio. Il prend la radio et il parle à la radio. Il porte les choses comme les écouteurs. Les écouteurs. Il aussi porte les casques. D'accord. Est-ce que vous l'entendez dire quelque chose? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous l'entendez parler? Non, lui, il a donné l'ordre de suivre. De suivre, c'est-à-dire? Ouais. Bon, donc, il donne le commandement aux soldats qu'ils ont dirigés. Quel ordre donne-t-il? De laisser de menacer. Ils vont descendre dans ses voitures. Il est descendu de la voiture? Oui. D'accord, mais à quel moment utilise-t-il la radio? Alors qu'il est descendu de la voiture ou alors qu'il est sur la voiture? Quand les autres soldats sont dans les voitures, ils entendent le commandement du chef. Si le chef a dit
fait comme ça. Donc quand il utilise la radio, il s'adresse à toutes les personnes qui sont dans les voitures? Oui. Vous êtes sûr qu'il s'adresse à... Comment vous pouvez savoir qu'il s'adresse à eux plus qu'à une personne qui est à 2 km avec la radio? Comment vous le savez? J'ai vu que lorsque le capitaine Jean-Baptiste a dit à la radio, c'est là où les soldats descendent dans ces voitures. D'accord. Donc quand il a utilisé la radio, les soldats sont descendus des différentes voitures qui composaient le convoi. Oui, dans différentes voitures. D'accord. Combien de soldats sont sortis à ce moment-là? Son nombre. Comment? Son nombre. Nombreux? Oui. Ils étaient tous armés? Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Il est en train de contourner autour de ces voitures. Qui contourne? Des soldats. Mm-hmm. Nous-mêmes aussi, nous avons essayé d'approcher de la première voiture. C'est là où il y a le grand fusée. Pour dire que le capitaine Jean-Baptiste a accepté de rester là-bas. On ne sait jamais. Nous attendons la dernière voie de son essai. Vous êtes resté devant la voiture pour les empêcher de partir toujours, c'est ça? Nous restons dans la route, toujours. Toujours pour empêcher de passer. Oui. Il y a combien de personnes qui sont dans la route à ce moment-là? Vous êtes combien devant à empêcher de passer? La dialogue que je dis auparavant est que les 20 personnes, plus de personnes vont bloquer la route. Plus longtemps que la discussion passe entre les intellectuels que nous vivons avec nous, les gens sont en train de revenir en prochain aussi de la voiture. Donc il y a de plus en plus de monde qui vient. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Ensuite, que se passe-t-il? Ensuite, qu'est-ce se passe-t-il, Jean-Baptiste? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi la suite. Oui, ensuite de l'acte de Jean-Baptiste, capitaine Jean-Baptiste, il a dit, quelques soldats vont rester ici, les autres vont à Tibouillet. Après 2 heures, vers le minuit, sorry, excuse me, vers le minuit, non, vers le soir, il y a l'hélicoptère arrive, avant que le Jean-Baptiste a communiqué l'hélicoptère vient de transporter des gens qui ont blessé maintenant vers le Goma, on ne sait jamais si le Goma ou d'autres régions, je ne sais pas. Et l'hélicoptère aussi a mené quelque chose de quoi à manger. Est-ce que vous dites qu'ils ont laissé quelques soldats le temps de faire venir l'hélicoptère, c'est ça? Oui. Combien de soldats ont-ils laissé sur place? À peu près 10 soldats. Oui, 10 soldats. Pour vous protéger? Oui. Ils sont revenus combien de temps après? Ils sont revenus combien de temps après? Il a dit le lendemain que nous arrêtons les Français. Il y a le nombre de soldats vont arriver, de nous protéger. Et les soldats sont en train de creuser les fosses Les tranchées. Oui. Jean-Baptiste, vous n'étiez pas blessé? Moi, vous rappelez-vous d'une chanson qu'ont chanté un certain nombre de vos camarades pour remercier un soldat français? Les chansons? Oui. Non. D'accord. Non. Est-ce que vous étiez reconnaissant envers les Français? Avant? Est-ce que vous leur avez dit merci? Aux Français? Oui. Non, ce jour-là, quant à moi,
pour dire que le français, mais c'est pas bon. Pourquoi? Donc, premièrement, et que le français vit, voyons qu'il y a les gens qui vont tuer par les miliciens. Deuxièmement, les Français, ils ont la mission de venir ici au Rwanda pour protéger les gens qui ont fait la génocide. Pour dire que pour dire le merci aux Français, nous les Tutsis, c'était autre chose. Pourquoi, selon vous, Jean-Baptiste, ont-ils finalement, les Français, décidé de venir vous secourir à cet instant? Pourquoi? Répète encore. Ma question, Jean-Baptiste, est la suivante. Pourquoi, selon vous, les soldats français, finalement, ont fait venir les secours? Finalement, pourquoi ils l'ont fait? Donc, les Français, on a essayé de faire une petite geste pour montrer les Nations Unies ou d'autres pays qui ont collaboré avec le pays français. On nous montrait, voilà, notre mission, c'est pour protéger les Tutsis. Alors que ce n'est pas comme ça. Ils protègent les gens qui font la génocide. Jean-Baptiste, pour conclure, si vous aviez la possibilité maintenant de transmettre un message aux citoyens français, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Encore. Jean-Baptiste, imaginez que je vous laisse là la possibilité de parler directement aux citoyens français. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Si j'ai une chance de rencontrer avec les citoyens français, comme un message au va des peuples français, on dit que les Français, donc tous les Français ne participaient pas dans les actions génocidaires, dans les actions génocides. Et la deuxième chose, je condamne carrément le gouvernement par les citoyens. Et aussi, je condamne les citoyens qui ont la capacité ou qui ont vu les mauvaises actions qui sont faites ici au Rwanda, en disant que si les peuples qui ne participent pas dans les actes mauvais, comme les génocides, bien sûr, ils ont arrivé ensemble pour protéger les rescapés ou les gens qui restent pendant le génocide. Pour dire que les Tutsis qui vont rester, qui survivent actuellement, on a essayé d'aider ou de donner l'affection, de donner l'aide d'une façon intellectuelle, d'une façon, donc comment on dirige? C'est là. Donc j'ai demandé au peuple des Français, quand même il y a des peuples qui ont une bonne volonté d'approcher le pays, les gens de Tutsis qui vont rester, de donner l'affection, que ce soit de construire la vie normale et aussi d'obliger des autorités françaises qui sont dirigées pendant le génocide, bien sûr,
d'avoir la confiance de demander le pardon sur tous les Tutsis rwandais et le pays et aussi le gouvernement rwandais. C'est là où quant à moi, j'essaie de donner quelques messages comme ça. Jean-Baptiste, merci. De rien. Merci beaucoup. Ok.